Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous demander de fermer la porte, s'il vous plaît. On va pouvoir commencer. Donc vous savez que c'est un très grand honneur pour notre société, pour le collège, pour la SCGP, d'accueillir Denis Mukwege. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un gynécologue, un collègue qui est prix Nobel, et de plus un collègue qui a été formé en France. Et je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de cette très courte introduction, bien sûr. L'intérêt, ce n'est pas moi, c'est le docteur Mukwege. Qui va vous expliquer son œuvre au service des femmes et ce qu'il a fait et comment nous pouvons éventuellement l'aider. Alors vous savez que Denis... Est-ce qu'on peut fermer la porte, s'il vous plaît? Vous savez que Denis Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix en 2018. J'encourage celles et ceux qui n'auraient pas écouté, vu sur Internet le discours d'Oslo à le regarder. C'est le président Nizan dit tout à l'heure qu'il le revoyait fréquemment, et c'est vrai que c'est un modèle du genre, c'est complètement exceptionnel dans l'art oratoire, dans la conviction et dans la cause défendue. Denis Mukwege a une renommée internationale. Il est évident que quand on a le prix Nobel, on a une renommée internationale, mais ça n'a pas commencé en 2018. Il a été prix Sakharov, qui est le prix du Parlement européen en 2014. Prix Olof Palme, prix du roi Baudouin, Légion d'honneur, je passe. Il a rencontré tous les dirigeants du monde entier. Bien sûr notre président, mais les présidents précédents français, Joe Biden, etc. Voilà quelques photos des honneurs et voilà l'œuvre en guise d'introduction de Denis Mukwege. Monsieur Mukwege est né à Kabiza, qui est proche du Bukavu. Le Congo est un pays immense, qui est quasiment grand comme l'Europe. Et vous savez que c'est un pays qui est en guerre. Il a fait ses études de médecine au Burundi. Et hasard du destin, il a été faire une spécialisation à Angers de 1984 à 1989. Donc je m'empresse de dire et de redire ce que je dis toujours, c'est que je n'étais pas encore à Angers, je n'y suis pour rien. Je regrette beaucoup de ne pas avoir travaillé avec lui à cette époque, mais je ne m'approprie aucune palme de son séjour à Angers. Il a été toujours extrêmement fidèle à la ville d'Angers. Et en début de semaine, il est venu faire des conférences à Angers, à la faculté de médecine, à la faculté de droit. C'est un homme de cœur et c'est un homme de fidélité. Il a fondé l'association France qui vous. Il est revenu ensuite en 89 quand il a validé sa spécialité, alors même qu'on lui proposait des positions à Angers, tellement il était brillant. Il est revenu dans son pays et le pays était en guerre. Il a connu les atrocités de la guerre. Et en 1996, l'hôpital de l'Éméra a été détruit par les milices et il a échappé de très peu à la mort. Il a construit ensuite un hôpital à Panzi, 450 lits, une faculté de médecine, une école de sage-femme, donc un investissement tellement important pour notre spécialité. Et puis, à partir de 1999, et malheureusement, vous le savez toutes et tous, le viol a été utilisé comme arme de guerre. Et à l'hôpital de Panzi, il a mis en place une prise en charge chirurgicale, psychologique, sociale, et une assistance juridique pour ces victimes qu'il accueillait tous les jours, qui sont des femmes, des jeunes filles, des enfants, des hommes, des femmes âgées, puisque le viol est une organisation, ce n'est pas quelque chose d'incidental, c'est quelque chose qui est organisé, et on va en parler tout à l'heure, comme c'est aujourd'hui organisé en Ukraine. Il a créé également la maison Dorcas, c'est-à-dire que c'est la prise en charge des femmes et des enfants qui sont nés de ces viols. Les enfants nés de ces viols, on les appelle les enfants de sorciers, c'est-à-dire que personne n'en veut, et il faut les prendre en charge, et c'est une situation absolument épouvantable. Et puis la Cité de la Joie, qui est une association qui permet une maison qui permet de réinsérer ces femmes, de leur retrouver un travail, de leur retrouver une dignité, et cette Cité de la Joie est soutenue par Angelina Jolie. Alors le 25 octobre 2012, il a eu une nouvelle tentative d'assassinat, il a dû fuir son pays, il est parti en Belgique puis aux USA. Et avec un énorme courage, il est revenu dans son pays. Et là, je vous encourage bien sûr à voir l'excellent film de Thierry Michel, L'homme qui répare les femmes, pour comprendre quelle est l'œuvre de cet homme complètement exceptionnel. Et je vous encourage aussi à voir le dernier film de Thierry Michel, que j'ai eu la chance de voir lundi à Angers, puisqu'il y avait une projection organisée, qui s'appelle L'Empire du silence, et qui explique ce qui se passe en République démocratique du Congo, qui explique ces méandres de la guerre et ces atrocités qui sont commises. Voilà, alors nous on est dans l'enceinte du collège ici, c'est notre congrès national, c'est notre réunion importante. Donc Denis Mukwege a été nommé membre d'honneur du CNGOF en 2015, c'était à Nantes pour celles et ceux qui y étaient. Vous reconnaissez l'ancien président du collège Jacques Lansac qui était mon patron, et puis Julie Gaillet qui était la marraine.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, Denis Mukwege a toujours eu une extrême fidélité avec le CHU d'Angers et la ville. Il y a une convention qui a été signée en 2015 et on a accueilli plusieurs internes en gynécologie obstétrique et en pédiatrie. Malheureusement, le Covid a ralenti les choses, mais nous avons eu une réunion mardi avec la direction de l'hôpital, les doyens, les responsables, et nous allons relancer ce partenariat. Et puis il a été nommé docteur honoris causa de l'université l'année du prix Nobel, avant le prix Nobel, et j'ai eu le grand honneur en tant que responsable de la gynécologie de faire le discours pour cette nomination de docteur honoris causa de l'université d'Angers. Voilà. Alors ça c'est l'histoire, Angers, les honneurs, l'œuvre. Il va bien sûr vous parler de ce qu'il fait, de son œuvre, et puis il y a eu un croisement avec la FIGO qui est récent, bien sûr. Vous savez que la FIGO, c'est 130 sociétés savantes, 131 pardon, sur les 5 continents, dont le collège évidemment. Et la vision de la FIGO, eh bien, c'est de permettre aux femmes du monde entier d'accéder aux normes les plus élevées possibles concernant leur santé, leur bien-être physique, mental, reproductif et sexuel. Donc l'idée, c'est de réduire les disparités, de faire progresser la science. C'est une organisation tout à fait incroyable. Et j'ai eu la chance d'être élu vice-président de la FIGO en octobre 2021 pour un mandat de 2 ans, avec une présidente exceptionnelle, je le dis comme elle n'est pas là, je sais que ça ne sera pas répété, qui s'appelle Jean Connery, qui est américaine, qui a été présidente du Collège américain de gynécologie. Et je dois dire que cette expérience est pour moi absolument extraordinaire. Et vous voyez qu'il y a des représentants des 5 continents, des Regional Trustees, il y a une trésorière, il y a une secrétaire générale. C'est vraiment une aventure phénoménale. Alors pourquoi je vous parle de la FIGO? Eh bien parce qu'on a organisé une rencontre. Le docteur Mukwege était à Paris en janvier, invité par l'Académie de médecine et de chirurgie. On a organisé une rencontre avec Jean Connery, la présidente de la FIGO, à l'Académie de chirurgie. Et nous avons décidé de créer des liens ensemble, c'est-à-dire de rejoindre la cause de Denis Mukwege avec la force de la FIGO, de ses 131 sociétés savantes. Donc il y a 17 commissions, dont une commission fistule. Mais je vous laisserai regarder sur le site, on ne va pas toutes les détailler, mais en gros c'est l'ensemble de la santé des femmes avec des commissions qui sont animées par des gens, à mon avis, d'une extrême compétence et qui sont des référents et des leaders dans leur région du monde. Et bien sûr, grâce à cette aventure récente, eh bien, on a plusieurs collègues français qui sont dans ces commissions et j'en suis extrêmement heureux. Alors, l'association FIGO de Denis Mukwege, eh bien, c'est simplement qu'on sait que les femmes sont utilisées comme armes de guerre, que le corps des femmes est utilisé comme champ de bataille. Et malheureusement, la République démocratique du Congo est un des principaux pays où le viol est utilisé de façon chronique, de façon itérative depuis plus de 20 ans comme arme de guerre. Et on dit toujours que la RDC est la capitale mondiale du viol parce que c'est un viol organisé, c'est une horreur. Regardez le film de Thierry Michel, L'Empire du Silence, c'est absolument terrorisant, tout étant organisé. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'œuvre de Denis Mukwege. Malheureusement, il n'y a pas du tout que la RDC. Ça se produit en Colombie, en Asie, en Afghanistan, en Irak. On se souvient de la Bosnie qui était aux portes de la France. Ça se produit au Myanmar. Enfin, voilà, on ne va pas faire une liste exhaustive. Et on arrive donc à la jonction entre FIGO, Denis Mukwege, dont il va bien sûr vous parler dans une minute. C'est la Red Line Initiative. L'idée, c'était de faire une convention internationale pour éliminer la violence sexuelle comme arme de guerre. Et ça s'appelle la Red Line Initiative. Et donc, la FIGO a rejoint depuis janvier, donc grâce à cette rencontre, à cette conjonction de souhaits, de talents, a rejoint la Red Line. Et donc, chaque société, chacune des 131 sociétés est en train de signer ou va signer la convention avec la Red Line Initiative. Et il faut aussi que les académies de médecine, les académies de chirurgie, l'Académie de médecine française et de chirurgie ont déjà signé, elles sont impliquées. Et il faut que vous en parliez autour de vous. On a des collègues qui sont d'autres pays que la France. Il faut vraiment que vous en parliez autour de vous. Voilà. Et puis est arrivée l'Ukraine, 24 février 2022, avec ce drame que l'on connaît, des hôpitaux détruits, des maternités bombardées, des enfants dans des couveuses qui sont dans des sous-sols ou dans le métro. Donc le bilan, on le voit tous les jours, hein, bien sûr, je ne vais pas revenir là-dessus, mais 5 millions de réfugiés, 6,5 millions de personnes qui sont déjà déplacées de chez eux, 80 000 femmes qui sont restées en Ukraine et qui vont accoucher dans les mois qui viennent.
avec les enfants, etc. Et grâce à Denis Mukwege, on a fait une réunion Zoom avec Denis un samedi matin avec Jim Connery, et il nous a conseillé en nous disant, bien, quand le conflit a commencé, en nous disant il va y avoir des viols, il va y avoir, il faut préparer ça, et donc il y a des kits qui sont distribués pour les MST, pour la pilule du lendemain, etc. On a entre guillemets profité de son expérience. Donc je passe sur toutes ces images atroces que nous voyons tous les jours. Et voilà, donc il y a eu des statements de la FIGO que je vous encourage à lire, qui sont à mon avis très importants. Et je vous laisse réfléchir avant de donner la parole à Denis à cette phrase qui est absolument magnifique. Chacun est né d'une femme, et aujourd'hui, on transforme le corps des femmes en champ de bataille. Les mères de l'humanité sont en danger. Les violences sexuelles sont des pratiques barbares. Nous devons respecter les femmes parce qu'elles sont l'égale des hommes, parce que tout comme les hommes, elles sont créées à l'image de Dieu. Voilà, je vous rappelle qu'il y aura le congrès de la FIGO en octobre 2023, du 9 au 13 octobre 2023, ici, dans ces murs, et je vous encourage bien sûr à venir nombreux. Et je laisse bien sûr la parole à Denis Mukwege. Je vous remercie de l'applaudir très fort. Merci. 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 Merci Philippe, merci à tout le monde d'être là ce matin. Nous allons parler du viol comme arme de guerre. Et aujourd'hui, peut-être, on ne va pas parler de la chirurgie. Je voulais beaucoup plus qu'on puisse réfléchir par rapport à cette arme. Et comme gynécologue obstétricien, comment nous pouvons nous comporter par rapport à cette arme, et surtout, c'est nous qui voyons toutes ces femmes qui souffrent dans leur corps et nous font confiance. Elles viennent nous voir. En fait, je pense qu'au-delà de ce que nous faisons déjà comme gynécologue obstétricien, j'ai la conviction que nous pouvons faire plus, puisque nous savons plus que tout le monde par rapport à cette souffrance extrême que les femmes subissent dans le conflit. Lorsqu'on parle de viol et violences sexuelles pendant les conflits, c'est depuis les nuits des temps que les femmes souffrent pendant les conflits, mais ce crime a toujours été un crime invisible qui est ignoré, considéré comme un dommage collatéral et inévitable. À la limite, les femmes sont considérées même comme si, dans un conflit armées, elles sont comme des butins de guerre et que les hommes peuvent s'en servir. Et c'est une conception horrible quand on sait que ces femmes sont bien égales aux hommes. Depuis une décennie, on a eu quelques résolutions, la 1325 et la résolution 1820 du Conseil de sécurité, qui ont reconnu le viol comme un crime qui peut non seulement exacerber la situation de conflit armé, mais également peut empêcher le rétablissement de la paix et de la sécurité. Et ça, c'est une évolution que nous avions accueillie tous avec une grande joie. Mais en outre, plus loin, on a pu accepter que ces crimes odieux peuvent constituer un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Et lors du génocide rwandais, dans l'affaire Akayesu, il a été démontré que le viol peut être un acte qui peut être constitutif des crimes
des génocides. Et ça, on l'a dans les statuts de Rome établissant la Cour pénale internationale. Donc, on peut très bien voir que pour traiter un problème, il faut d'abord reconnaître ces problèmes. Et je crois que c'est là où nous sommes aujourd'hui. C'est là où notre responsabilité peut être engagée, parce que de plus en plus, il y a une évolution, mais on n'est pas encore arrivé là où on souhaiterait arriver par rapport à ces crimes odieux contre l'humanité. Et donc, cet acte qui était considéré comme tout simplement un dommage collatéral semble aujourd'hui être évitable. Et c'est très important qu'autour de nous, nous puissions vulgariser pour que, en fait, quelqu'un qui commet le viol ne puisse pas le faire comme s'il n'était pas informé de toutes les conséquences que cet acte peut avoir. Non seulement des conséquences juridiques, mais des conséquences sur l'individu. Et quand je parle souvent aux hommes, j'ai dit, l'homme, après une semaine, un mois, il oublie complètement qu'il avait commis un viol. Mais la femme, elle va porter cette blessure toute sa vie. J'ai rencontré des femmes qui, 80 ans, parlaient le même langage que les filles de 12 ans que je traite après avoir été violées. Donc, cette évolution est très, très importante, mais nous devons l'accompagner comme gynécologue. Puisque, malgré toutes ces avancées, le fléau de la violence sexuelle continue malheureusement à se répandre dans tous les conflits contemporains. On voit très bien, dernièrement en Afrique, en Éthiopie, au Tigré, il y a en Yémen, Myanmar, il y a toujours cette question dans tous les conflits. On voit très bien que les crimes ou le viol est largement utilisé dans les conflits armés. Et aujourd'hui, en fait, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, ça semble étonner tout le monde, mais depuis 2016, j'étais déjà en contact avec les femmes ukrainiennes. Lorsque Donbass était envahi par les Russes, il y a eu des femmes qui ont été violées pendant cette période. Et l'organisation SEMA, qui est une organisation mise en place par la Fondation Denis Mukwege pour regrouper les femmes du monde entier pour qu'elles puissent partager, on encadrait déjà 320 femmes ukrainiennes de l'Est qui étaient violées par l'armée russe à cette époque-là. Et ceci s'est fait au mépris total du droit international et humanitaire. Les femmes et les enfants, malheureusement, sont et continuent à être des cibles et des combattants. Et ceci, c'est pour désorganiser les communautés adverses et pouvoir les assujettir. Je dois dire que, par exemple, dans les Donbass, et j'ai vu ça pendant ces conflits, en 2016, les femmes nous disaient qu'on les mettait nues aux endroits publics et que les gens venaient écrire sur le corps des femmes, sur leur appareil génital, faisaient des dessins sur l'appareil génital à des endroits publics. Et malheureusement, on a vu que ces pratiques ont continué même pendant ces conflits. Et lorsqu'on essaie de voir la cartographie de ces viols, on verra par exemple qu'en Bosnie, au Rwanda et au Soudan, le viol a été beaucoup plus utilisé comme une technique de nettoyage ethnique, alors qu'au Nigeria, en Irak et en Syrie, les femmes que nous avons pu rencontrer, elles étaient plutôt des esclaves sexuels vendus sur le marché d'esclaves. Et je dois dire que j'ai parlé avec certaines femmes et on ne peut pas se retenir de pleurer, avoir des larmes, de voir qu'à notre siècle, des gens peuvent mettre des femmes sur le marché, les déshabiller et commencer à décrire leur caractère physique pour déterminer les prix des ventes. Notre siècle. C'est une honte pour la communauté internationale. C'est une honte pour nous tous et ça devrait nous interpeller pour avoir donc une réponse appropriée par rapport à ces actes.
Et je crois qu'ici, j'insiste sur un fait, c'est qu'il y a une dizaine d'années, quand on parle du viol, des gens ont tendance à dire « Ah bon, comment ça se passe comme ça chez vous ?» En fait, cette question ne concerne pas les autres. Ça nous concerne. Si nous sommes en sécurité, si nous sommes un pays en paix, retenons une chose, ce qui se passe dans les pays en conflit, on le voit de façon patente, mais on a la même chose dans des sociétés en paix, mais ça se fait tout simplement de façon latente et souvent les victimes, on leur prive la parole, les victimes ne peuvent pas s'exprimer, mais les viols se passent partout et on peut le voir de façon patente tout simplement lors des conflits. En Colombie, en République démocratique du Congo, dans mon pays, les viols est utilisé comme arme de guerre pour tout à fait d'autres raisons, des raisons économiques. Et donc, je voulais dire que c'est une véritable pandémie, puisqu'on la retrouve partout, sous forme patente, lors des conflits, et latente, sous forme latente, lorsqu'on est un pays en paix. Notre expérience à Panzi a commencé en 1999, lorsque nous avions créé cet hôpital à l'est de la République démocratique du Congo. C'était pendant un conflit qui avait engagé 9 pays africains en République démocratique du Congo. Et on voulait plutôt lutter contre la mortalité maternelle. Nous sommes parmi les pays qui ont un taux de mortalité maternelle parmi les plus élevés de notre planète. Et malheureusement, lorsqu'on ouvre cet hôpital, la première victime qu'on va soigner, c'était une femme qui était violée avec une extrême violence. Et c'est vrai que ça donnait l'impression plutôt d'un malade qui s'est attaqué à cette femme. Et j'étais très très loin de m'imaginer ce que va être le reste de ma vie. Et au début, on soignait jusqu'à 15 femmes chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes à 5 à 7 femmes survivantes de violences sexuelles qui nous consultent. Et depuis 1999, nous avons déjà soigné plus de 70 000 survivantes. Nous avons essayé de comprendre ce qui se passait. Et de ça, pour moi, c'était tout à fait une nouvelle pathologie au Sud Kivu, en République démocratique du Congo, parce que je venais de faire plus de 10 ans dans la région et je n'avais jamais vu des lésions que je voyais pendant ces conflits. Et donc, en essayant de comprendre, nous avons essayé de chercher pourquoi il y a tant de violence, tant d'actes qu'on ne peut pas expliquer humainement. On ne peut pas s'expliquer que quelqu'un, après avoir violé déjà c'est très grave, mais après avoir violé, s'est retourné et tiré dans l'appareil génital ou introduire une baïonnette, ce sont des actes qu'on ne pouvait pas comprendre. Mais on s'est rapidement rendu compte que toutes les femmes qui arrivaient à l'hôpital arrivaient des zones où il y a des minerais, des terres rares. Ces terres rares sont très très importantes pour nos appareils électroniques, les téléphones, les smartphones ou les laptops. On ne peut pas aujourd'hui penser aux nouvelles technologies de communication sans penser à la République démocratique du Congo. Et je pense aussi penser à ces femmes, à ces millions de femmes qui souffrent dans leur corps, ces enfants qui sont violés quotidiennement, tout simplement, avec spectacle, pour essayer de faire fuir les populations de leur territoire. Et donc, ce sont dans ces zones où ces femmes viennent, mais c'est là où se trouvent les minerais et c'est là où, également, les conflits se passent. Je voulais que ce matin, nous puissions essayer d'analyser ensemble ce que nous avions constaté dans cet article que nous avions publié, c'est qu'en regroupant les histoires racontées par les femmes, on s'est aperçu que ces viols, ce n'était pas un fait du hasard. Et je dois dire, ce n'est pas un désir sexuel qui conduit à ces viols. Ces viols, ce n'est pas un acte sexuel non consenti. C'est tout à fait une méthode de destruction de la femme, de destruction également
de sa communauté. Car ce sont des viols qui sont collectifs. Les femmes sont violées par plusieurs personnes à tour de rôle, et souvent, après la troisième, quatrième personne, les femmes nous disaient « j'avais perdu connaissance, je ne sais plus ce qui s'était passé après ». Ce sont des viols qui se font en public devant le mari, devant les enfants, devant l'entourage. Le village parfois est regroupé et forcé d'assister à ces actes macabres de torture, de viols et de torture de ces femmes. Mais également, les femmes jeunes, malheureusement, souvent, elles sont prises comme esclaves sexuelles. Et les méthodes qui sont utilisées par les différents groupes armés, ces méthodes nous ont montré très bien que c'était des ordres qui étaient donnés, donc bien planifiés, puisque chaque groupe armé avait sa façon de faire, ce qui montre très bien qu'il y a un ordre hiérarchique qui était donné pour commettre ces viols. Ces viols sont massifs, puisqu'on ne peut pas expliquer que dans un village de 1500, 2000 personnes, 300 femmes soient violées dans une nuit sans qu'il y ait une planification préalable. On a eu des villages où, au cours d'une nuit, 100 femmes, 200, 300 étaient violées pendant une nuit. Et ça, lorsque ça s'est fait en public, ces femmes sont des victimes directes de ces viols, puisque c'est elles qui subissent ces viols dans leur corps, c'est elles qui subissent toute la souffrance dans leur corps. Mais en fait, les enfants, les époux sont des victimes indirectes. Et ici, j'ai eu à réaliser ces faits d'être victime indirecte quand j'ai commencé à parler aux maris de ces femmes que j'invitais ou leur épouse les amenait en consultation. Et quand on voyait les troubles que ces hommes présentent, ce sont des troubles qui les permettent, en fait, qui les rendent tout simplement incapables d'avoir des rapports sexuels plus tard, pas seulement avec leurs épouses, mais aussi les hommes qui ont essayé, par exemple, de prendre une autre épouse en disant « celle-là a été violée, donc je cherche une autre ». Malheureusement, ils ont été tellement blessés dans leur corps et dans leur esprit qu'ils sont incapables d'avoir des rapports sexuels normaux. Donc, imaginons maintenant les enfants et toute l'idée que les enfants peuvent se faire des parents qui voient leurs parents humiliés en face d'eux et humiliés de cette façon. Que deviennent ces enfants après si les hommes peuvent développer une impuissance sexuelle par le fait seulement d'avoir assisté au viol de leurs épouses? Ces viols sont systématiques et ne tiennent pas compte ni de l'âge ni du sexe. Nous, dans notre série, nous avons à peu près 1% d'hommes qui sont violés, mais ces hommes qui sont violés, leur caractéristique, c'est que lorsque les hommes sont violés en présence de leurs épouses ou des membres de leur communauté ou de leurs enfants, les hommes ont une tendance suicidaire très très élevée, et même si vous mettez à leur chevet plusieurs psychologues, malheureusement, quelques années plus tard, vous apprenez qu'ils se sont donné malheureusement la mort, ou alors ils disparaissent, ils quittent leur village et ils partent pour des destinations inconnues. L'âge, ils ne tiennent pas compte de l'âge, puisque j'ai traité des victimes qui avaient plus de 80 ans, qui ne savent même pas leur âge. Et quand vous regardez la personne qui avait été violée, vous comprenez très bien qu'à cet âge, il n'y avait pas une question de désir, c'est une question de détruire la victime, mais aussi détruire son environnement. Mais les enfants que j'ai traités, je crois que ce qui m'avait le plus choqué, c'est la première fois que je traite un bébé violé par un adulte avec la cavité péritonéale ouverte et tous les intestins qui sortaient par le vagin. Et la grande question s'est posée, un bébé de 6 mois violé par un adulte, ça n'a rien à voir avec un désir sexuel, c'est le désir de détruire. Et ici, je dois dire que lorsqu'il y a l'impunité,
l'homme fait parfois des actes qu'on ne peut pas expliquer. Alors, la conséquence de ces viols, comme armes de guerre, ils entraînent d'abord le déplacement massif de la population. On voit que toutes les populations quittent leur village pour aller dans des zones qui sont appelées ou considérées comme des zones sécurisées. Et sur le plan démographique, il y a une réduction démographique certaine, on va voir comment. Il y a la destruction de l'économie et la destruction du tissu social et de la vie familiale. Et vous avez le même impact dans une guerre classique. Lorsqu'on utilise les armes classiques, on a les mêmes conséquences que le viol comme arme de guerre. Mais ici, nous avons une arme qui coûte moins cher, qui nécessite tout simplement un lavage des cerveaux chez des jeunes enfants de 12, 13, 14 ans. On leur fait rêver, miroiter, et ils sont capables de faire des désastres, tout simplement, après un lavage des cerveaux. Alors, d'abord, le déplacement massif de la population. Ce que nous avions observé dans cette étude, c'est que lorsqu'on commet les viols en public, pour les victimes, ça entraîne la honte. Ces victimes sont humiliées et surtout, ces victimes sont stigmatisées. Tout le monde sait ce qui s'était passé et ces victimes ont le sentiment que tout le monde les regarde, tout le monde parle d'elles. Et du coup, elles vivent dans une communauté, mais elles sentent qu'elles n'ont pas leur place dans cette communauté. Mais nous avions également observé que ce ne sont pas les femmes qui partent les premières, qui quittent leur village les premières, ce sont plutôt les hommes qui vont chercher l'anonymat, humiliés de n'avoir pas protégé leurs épouses. Les hommes partent les premiers, mais après, lorsque les viols deviennent répétitifs au niveau des communautés, l'insécurité, les femmes vont quitter à leur tour pour aller chercher la sécurité. Et enfin, lorsqu'il y a des viols avec torture, le fait tout simplement de dire que ces groupes armés s'approchent du village, le village se vide puisque le village est complètement traumatisé et ils vont quitter leur village pour chercher un environnement détraumatisant ou un environnement où ils se considèrent être en sécurité. Deuxièmement, il y a la réduction démographique, la destruction des organes génitaux des femmes, comme je l'avais dit tantôt. Nous avons soigné des femmes qui ont eu leur appareil génital explosé par les armes à feu, tirées directement dans le vagin, l'introduction des bâtons, des objets contondants, des baïonnettes au niveau de l'appareil génital. Mais également, les infections au VIH, les femmes sont violées par plusieurs personnes à tour de rôle, et donc les risques d'être contaminées par le VIH est très élevé. Et lorsque ces contaminations se font, souvent les femmes vont être tout simplement un réservoir de virus et elles vont contaminer leur voisinage, mais également il y a des contaminations verticales, la transmission chez les nouveau-nés du virus du VIH. Donc, ces femmes vont distribuer la mort avant elles-mêmes de mourir par les infections, donc l'infection au VIH. Il y a la contamination par des maladies sexuellement transmissibles. Et ici, nous voyons, lorsque vous faites ou des collègues qui ont été dans ces zones, lorsque vous ouvrez les cavités péritonéales, souvent, il y a plein d'adhérences. Et ce sont des femmes qui ont un problème de fertilité. Et c'est dû au chlamydia ou à la gonorrhée que ces femmes vont développer après avoir été violées. Et elles n'ont pas souvent l'accès à un traitement correct. Et donc, lorsqu'on prend ces éléments ensemble, on voit très bien qu'avec cette technique, vous n'avez pas besoin de tuer par balle ou par machette. Rien que
en contaminant ces femmes, en détruisant leur appareil génital, vous détruisez déjà la capacité de la reproduction de la communauté. Et je dis souvent, ça concerne des jeunes filles qui ont 12, 13, 14, 15 ans. Et en Afrique, c'est 6 enfants par femme. Donc, ça veut dire que vous avez tué 6 enfants sans vous préoccuper. Et il n'y aura jamais de preuves. On ne pourra jamais vous accuser d'avoir tué. Mais en réalité, vous empêchez cette communauté de pouvoir se reproduire. La destruction de la capacité économique, souvent, ces femmes nous ont dit qu'après nous avoir violés, le village a été incendié. Nos récoltes ont été, tout ce qu'ils pouvaient prendre, ils ont pris, et tout ce qu'ils n'ont pas pu prendre, ils ont mis le feu sur nos récoltes. Le pillage des ressources naturelles, qui constitue, comme je l'avais dit, le motif de ces combats, va donc appauvrir cette population encore davantage. Et puis le pillage des biens privés. D'où la population se trouve dans un état de pauvreté extrême. Donc sur le plan économique, c'est une population qui n'a rien. Et lorsqu'on est dans l'état de pauvreté, eh bien, on s'assujettit très facilement. Mais également la destruction du tissu social. Lorsque les viols se font en public, avec cette torture, souvent, il y a la perte d'identité d'abord individuelle qui va suivre ces viols. On a rencontré des femmes et cette expression, je l'avais trouvée partout. Hier, j'étais en conférence, non, avant-hier, j'étais en conférence à l'université d'Angers, faculté des droits, avec Garapon, et il m'a donné son livre, le témoignage, et en lisant ces livres, j'étais très étonné de voir les expressions qui sont utilisées par les femmes qui étaient violées par des prêtres, en disant, quand on m'a violée, on a détruit ma vie, on m'a tuée. J'étais morte. Et en fait, cette expression, j'ai trouvé la même expression quand je parlais avec, par exemple, les femmes de confort, comme on les appelle, en Corée du Sud. Donc, il y a 80 ans, ces femmes utilisent exactement le même langage. Vous allez en Afrique, vous trouvez le même langage. Ce sont des femmes qui considèrent qu'elles ont été tuées. Elles sont vivantes, mais elles sont convaincues qu'elles sont mortes. Et je pense qu'on ne fait pas suffisamment attention à cette expression-là, ils m'ont tué, ou je suis mort, lorsque les gens expriment ce qui leur arrive après avoir été violés. Et souvent, en fait, les hommes disent, ce que j'ai vu, je ne suis plus un homme. Et en fait, moi, j'avais l'impression que cette expression, je ne suis plus un homme, ça voulait tout simplement, c'est métaphorique, mais quand j'ai commencé à demander aux victimes de venir avec leurs maris, lorsque les maris, ils avaient vraiment des difficultés, j'ai compris. Les hommes, par exemple, me demandaient à ce que leurs épouses sortent pour que je puisse parler avec eux de façon confidentielle. Mais leur grand problème, c'est une incapacité, par exemple, d'avoir une érection normale. Et même lorsqu'ils avaient une érection, souvent ils me disaient, quand je me rappelle de ce qui s'était passé avec mon épouse, je ne peux plus avoir un rapport sexuel. Et donc l'expression dire, depuis qu'on a violé ma femme, je ne suis pas un homme, pour moi, ça commençait à avoir un vrai sens. Donc il y a une perte d'identité, d'abord individuelle. Je me rappelle une femme qu'on avait violée, son mari était pasteur, et on avait violé cette femme à la chair. Et après qu'on ait violé cette femme à la chair, cette église, il n'y avait plus de gens qui fréquentaient cette église. Puisque du coup, en fait, c'est un endroit que les gens considéraient que c'est un endroit saint et que les personnes
sont là, sont protégés par Dieu, et les gens ne pouvaient pas comprendre que ça puisse arriver à un pasteur devant sa femme, et donc la femme n'était plus la femme du pasteur, le pasteur lui-même n'était plus ses représentants de Dieu, l'identité était perdue. Mais lorsque ça arrive à plusieurs personnes dans une communauté, que les gens perdent leur identité du fait de ce qui leur est arrivé, il y a la perte de l'identité communautaire, où dans la communauté, on n'a plus l'hiérarchie, on ne sait plus qui donne les ordres, ou même si celui qui donne les ordres, il n'est pas accepté par les autres. Les enfants qui naissent issus du viol viennent en fait compléter ce tableau de destruction du tissu social, car ces enfants n'ont pas de filiation dans la communauté. Philippe a dit, on les appelle des enfants sorciers, on les appelle des enfants génocidaires. Ils ont tous les mauvais noms, et quand ils grandissent en sachant que moi, il y en a qu'on a élevés à l'hôpital, et quand on commence à les appeler ces noms, ils venaient me poser la question, papa, pourquoi moi on m'appelle génocidaire? Pourquoi moi on m'appelle sorcier? Et je crois que ces enfants, ils sont détruits, même par la communauté. Donc, ils naissent du viol, mais le fait qu'ils sont rejetés par la communauté, et la communauté les stigmatise, en fait, ils vont grandir dans la communauté, mais ils ne sont pas de la communauté. Et du coup, il y a une perte de cohésion sociale où les gens n'ont pas d'identité, et ceux qui vivent dans la communauté n'ont aucune filiation, aucun attachement à cette communauté. Alors, il va y avoir certainement, cette destruction de la cohésion sociale va entraîner une incapacité organisationnelle. Il n'y a plus quelqu'un qui est écouté, il n'y a plus des sages, comme on les appelle dans le village, il n'y a plus personne qui peut aider le village à résoudre ses problèmes. Ces enfants sans filiation dans la communauté représentent tout simplement une bombe à retardement, puisque ce sont des enfants, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, où nous avons plus de 25 ans de conflits. Ces enfants commencent à être recrutés dans les groupes armés, et en fait, ils se retrouvent bien dans ces groupes armés, où au moins, ils ont le sentiment d'être acceptés et pérennisent la violence. Et ici, l'assujettissement de la communauté s'est fait sans problème. Dans toutes les guerres, c'est pour une occupation territoriale. Et vous comprenez très bien qu'une communauté sans cohésion sociale, sans capacité de s'organiser, où il y a des enfants de la communauté, mais qui sont ennemis à la communauté, l'occupation territoriale par celui qui a mis la stratégie en marche devient très facile. Assez rapidement, je voulais vous dire à peu près, on ne va pas entrer en profondeur de la prise en charge holistique, mais nous essayons de répondre à cette situation par une prise en charge que nous appelons la prise en charge holistique, ou le modèle de One Stop Center, qui est le modèle des Panzi. Je peux peut-être vous recommander de lire cet article où nous essayons d'expliquer cette prise en charge qui est centrée sur la victime, et où les victimes qui entrent à l'hôpital, elles viennent souvent, l'hôpital est la porte d'entrée, c'est là où les victimes viennent, surtout adultes, et ça peut-être je vais préciser, lorsque vous prenez en charge les victimes adultes, ils viennent souvent un peu plus tard. Les enfants, ils passent souvent par la police, puisque les parents, ils sont en colère et ils vont directement à un poste de police, et c'est la police qui nous envoie les enfants avec une réquisition à médecin. Mais lorsque ce sont des adultes, elles se posent beaucoup de questions avant de décider de ce qu'elles vont faire. Et souvent, quand elles décident, c'est puisqu'elles ont des complications liées à ces viols qu'elles vont se présenter à l'hôpital. Ce que nous faisons à l'hôpital, nous leur présentons cette carte qui a 4 piliers: le pilier médical, pilier psychologique, pilier socio-économique et pilier légal. Et c'est à la victime de choisir ce qu'elle veut. Si elle veut utiliser les 4 piliers,
ces piliers sont offerts gratuitement. Si elle veut utiliser un ou deux piliers, c'est elle qui fait le choix. Donc, rapidement, sur le pilier, la prise en charge médicale, on fait des examens cliniques des routines et le moyen que nous avons, c'est souvent la prévention des grossesses non désirées après les viols. Nous faisons la prévention des infections sexuellement transmissibles et le VIH. Et également, nous avons la chirurgie des lésions génito-urinaires et digestives basses que nous pouvons offrir aux malades lorsqu'ils se présentent dans notre centre. Et souvent, nous demandons comme indication, avant 72 heures, nous essayons de sensibiliser la population pour qu'elle puisse se présenter dans les centres en dehors 72 heures lorsqu'elles ont des rapports sexuels avec un partenaire non intime pour faire cette prévention. Et lorsque ça passe 72 heures, normalement, nous faisons tout simplement le traitement des infections et éventuellement, s'il y a des lésions génitales, nous les opérons. Nous avons introduit dans notre système, qui est réquisition à médecin ou non, nous faisons la rédaction du certificat médical, nous prenons toutes les images et nous collectons tout ce que nous pouvons avoir comme preuve médico-légale que nous gardons. Le jour où la victime pourra demander que nous l'accompagnions devant les cours et tribunaux, à ce moment-là, on aura déjà fait l'essentiel pour pouvoir l'accompagner. Et si elle ne demande pas, elle est libre de ne pas le faire, mais nous gardons ces documents au moins, nous sommes fixés au moins 10 ans, puisque nous avons vu des femmes qui sont quand même venues nous demander de les accompagner 6 ans après le traitement. Donc c'est un processus qui peut être parfois très long avant que la femme décide d'aller en justice. Et il faut savoir que parfois, ces crimes sont imprescriptibles, donc même si elle venait 30 ans après, que vous êtes encore en fonction, on peut vous demander de témoigner. Et je sais que ce n'est pas facile si vous n'avez rien, vous n'avez pas conservé toutes les preuves. Pour éviter à ce que l'hôpital soit inondé, nous faisons la même chose en clinique mobile où nous sommes appelés par des organisations de base, et surtout les églises, lorsqu'il y a des attaques qui se font dans les villages, nous faisons la même prise en charge, mais en dehors de l'hôpital, et tous les cas compliqués sont transférés à l'hôpital. Mais nous essayons également de faire un transfert de connaissances auprès des collègues ou des infirmiers que nous trouvons dans des milieux reculés, et faisons également à cette occasion la sensibilisation sur la prévention des violences sexuelles. Le deuxième pilier, c'est la prise en charge psychologique, et qui est nécessaire et que nous avons pu introduire dans notre prise en charge, tout simplement puisque lorsqu'on opérait les malades ou après les avoir soignés, nous avions constaté que non seulement les malades revenaient avec des plaintes de façon répétitive et qu'elles ne partaient pas chez elles, malgré le fait que nous, on considère que tout a été fait. Et donc, progressivement, nous avions compris, et nous avions même perdu certaines patientes qui ont décidé de se suicider. Et donc, la prise en charge psychologique était nécessaire. Ici, assez rapidement, nous sommes en train de faire un plaidoyer dans notre pays, mais dans beaucoup de pays en Afrique aussi, où on considère que la santé, elle est physique, mais la santé mentale, vraiment, est reléguée au second plan, alors que, en ce qui concerne la violence sexuelle, la santé mentale a une place très importante, et les femmes ne doivent pas faire des kilomètres pour aller chercher un psychologue. Au niveau des communautés, on peut avoir des relais communautaires qui peuvent comprendre le premier signe des troubles psychiques et pouvoir orienter ces malades vers les centres de santé où on peut avoir des assistantes psychosociaux. Et en fait, au niveau des hôpitaux,
nous pensons que les hôpitaux devraient avoir des psychologues cliniciens pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles, même si elle considère qu'il n'y a pas de problème de ses côtés. C'est toujours bien qu'il y ait cette prise en charge. Et en fait, il y en a qui finissent par des troubles psychiatriques qui devraient être en fait le sommet de notre pyramide. En phase aiguë, il faut toujours donner une thérapie de soutien, et ceci peut dépendre des endroits. Nous faisons différentes thérapies. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire plutôt des recherches pour comprendre quelles sont les thérapies qui marcheraient mieux dans notre contexte. Nous avons également des thérapies à long terme. Et ici, en République démocratique du Congo, nous aimons la musique et la danse. Je pense que nous avons donc de protocoles pour étudier comment nos ancêtres, par exemple, réglaient les questions lorsqu'ils avaient des traumatismes. Certainement que lorsque vous voyez au deuil la danse qui s'exhibe au deuil, ce n'est pas la même danse que lorsqu'on a le mariage. On essaie de comprendre comment leur résilience était faite, et nous avons plusieurs techniques que nous essayons d'utiliser dans les thérapies à long terme. Nous faisons un appui socio-économique, puisque les femmes, lorsqu'elles sont traitées, normalement, elles ne sont plus acceptées dans leur village, elles sont rejetées, et c'est très important de leur donner une opportunité économique, qu'elles soient autonomes. Et lorsque les femmes sont autonomes, elles deviennent même plus fortes. Nous trouvons qu'elles deviennent, plutôt, elles transforment leur peine en pouvoir, et ce sont des femmes qui transforment la société et ne restent pas dans leur souffrance comme on a essayé de les imposer. Et nous avons fait des études qui montrent très bien que ces femmes peuvent changer complètement leur façon de vivre avec différentes formations à métier ou spécialement. Nous travaillons avec des femmes sur ce que nous appelons des mutuelles de solidarité ou des associations villageoises d'épargne et de crédit qui permettent aux femmes en fait de vivre ensemble. On regroupe 25 femmes ensemble, et ces femmes que nous regroupons ensemble font leurs cotisations chaque semaine. Elles constituent un capital pour leurs affaires, mais aussi pour les soins et pour les événements. Et nous pensons que c'est une meilleure façon de reconstruire cet tissu social détruit par le conflit où les gens ne se font plus confiance. Mais ces femmes, lorsqu'elles sont capables de s'acheter, de pouvoir manger, envoyer leurs enfants à l'école, nous considérons qu'elles ont besoin d'une dignité. Et nous avons un programme, un toit pour les survivantes, mais c'est une façon de les stimuler d'aller de l'avant. Et nous construisons, lorsqu'elles ont pu acheter leur terrain, avec les 50 souvent euros qu'on leur donne comme capital du départ, après on les aide à avoir un toit pour assurer leur dignité. Le quatrième pilier, c'est le pilier d'assistance légale, où nous faisons l'éducation au droit, la sensibilisation sur le droit de la femme et la masculinité positive pour les hommes. Nous faisons la formation des leaders locaux et du personnel judiciaire. Nous faisons l'implémentation des cliniques juridiques locales pour permettre à ce que les femmes soient rapprochées des structures juridiques, donc une justice de proximité. Et nous organisons également des chambres foraines où ce sont des juridictions qui se déplacent là où le crime a été commis pour que le bourreau soit jugé devant la population qu'il a outragée. Nous avons des consultations gratuites, des conseils, mais aussi des orientations. Nous faisons des accompagnements des victimes auprès des cours et tribunaux durant toute la procédure judiciaire. Et malheureusement, nous sommes obligés de payer les frais de justice et les honoraires des avocats puisque l'État ne les fait pas. Et si on ne les paye pas, en fait, on décourage les femmes qui n'ont pas le moyen
d'aller en justice. Bon, assez rapidement, je crois que ce cas de Kavumu, je vais juste dire 2 mots. Ça, c'est un cas qui m'a donné la conviction. Et quand je parle aux amis juristes, j'ai dit le droit pénal est tellement compliqué que les femmes n'osent pas aller en justice. Parce qu'elles savent que en 90%, ça va être une double sanction. Mais lorsque le droit s'applique, c'est un instrument qui peut permettre de lutter efficacement contre les violences sexuelles. Ce cas de Kavumu, c'était un seigneur de guerre qui violait les enfants pour une croyance. Il en a violé des centaines. Et je l'ai réparé, mais je l'ai réparé, moi-même j'étais détruit par le travail que je faisais. Et tout le monde me disait, on ne peut pas l'arrêter puisqu'il a l'immunité parlementaire. Moi je disais, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Immunité parlementaire, c'est quoi? Quelqu'un qui viole les enfants. Mais les juristes n'arrêtaient pas à me dire ça. Et moi, j'avais l'impression, c'est ou bien eux qui perdent la tête, ou moi, parce que je ne pouvais pas comprendre qu'on donne l'immunité à un criminel. Un jour, j'ai trouvé un magistrat militaire, je lui ai raconté l'histoire, je lui ai montré des photos, il m'a dit non. Moi, je prends cette question, c'est un crime contre l'humanité, et si c'est un crime contre l'humanité, je n'ai pas besoin. L'immunité ne compte pas pour un crime contre l'humanité. Il a condamné ces messieurs. Et la semaine que ces messieurs ont été condamnés, la semaine qui a suivi, il y avait 0 cas de viol dans ce village. Aujourd'hui, nous sommes dans la 4e année. Il n'y a plus de viol dans ce village. Donc, le droit est très, très important pour alléger la souffrance de ces femmes. Et je pense que les étapes de guérison, c'est bien sûr par la voie médicale, mais notre expérience nous montre que la justice fait partie des étapes de guérison et ce n'est pas seulement pour la répression des bourreaux. Ainsi, nous avons créé sur le plan global, avec une résolution, le 2467 des Nations Unies, le Global Survivor Fund, c'est un fonds pour améliorer l'accès aux réparations pour les survivants des violences sexuelles liées au conflit dans le monde entier. Puisqu'on s'est aperçu que pour beaucoup de femmes, elles ne vont pas en justice, puisque pendant le temps qu'elles attendent, en fait, que le droit soit dit, beaucoup meurent avant même que le droit soit dit. Et donc, avec les juristes, c'était une guerre, puisqu'ils me disaient la réparation doit être judiciaire. Et moi, je disais, nous, on répare sans qu'on ait réquisition un médecin. Lorsque quelqu'un vient, il a une souffrance, il faut y répondre et aller en justice après. Heureusement, le Global Survivor Fund a été mis en place, qui était une lacune énorme pour la prévention, mais aussi aider la justice et pour la prise en charge holistique. Et je dois dire en 2 mots, ce Global Survivor Fund, ce n'est pas pour remplacer les États, c'est pour permettre tout simplement à aider les États à mettre en place leur fonds de réparation, puisque c'est eux qui ont la responsabilité de réparer, et permettre éventuellement de leur donner des conseils si ils veulent construire un fonds, mais également soutenir les femmes avant qu'elles aient la justice, qu'elles soient capables de pouvoir tenir jusque quand la justice va venir. Aujourd'hui, nous agissons en République démocratique du Congo, en Guinée, en Irak et en République centrafricaine. Et ce matin, je voulais porter aussi à la connaissance de tous les collègues, confrères ici sur place, que nous avons initié avec le soutien de FIGO cette initiative des lignes rouges pour une réforme du cadre normatif international ou l'adoption d'une nouvelle convention internationale pour l'élimination des violences sexuelles utilisées comme méthode de guerre. En fait, c'est touchant de constater que, même révoltant, de constater que la famine ou le pillage sont considérés comme des méthodes de guerre, mais la violence faite aux femmes
n'est pas considérée comme une méthode de guerre, même si, explicitement, même si c'est reconnu par les statuts de Rome ou des résolutions de Genève, mais il n'y a pas une convention internationale qui dit si vous utilisez les viols comme arme de guerre, État ou individu, il y aura des conséquences par rapport à ça. On juge les personnes individuellement pour les actes posés, mais il n'y a pas un système, un mécanisme comme la famine ou le pillage qui a une convention qui interdit l'usage de cette arme. Et c'est pour cette raison que nous sommes, avec Figo, nous sommes en train de sensibiliser pour que vous soyez partie prenante, pour exiger à ce que les femmes soient encore beaucoup plus protégées dans les conflits. Notre organisation a été en Ukraine et je crois que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine devrait nous interpeller et nous montrer que ça peut arriver à tout le monde et n'importe où sur notre planète. Il faut absolument amener à ce que ces crimes soient un crime non seulement imprescriptible, mais également que ce soit un crime qui est régi par une convention internationale interdisant l'usage du viol comme arme de guerre. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est essentiel ce que vous avez dit. Et on va se donner quand même la possibilité d'avoir quelques questions parce qu'on a rarement cette opportunité d'être devant cette situation concrète qui est la réalité du monde. Et pour ouvrir simplement la question, ça fait maintenant plus de 20 ans que vous militez dans le monde entier et que vous avez réussi à définir cette ligne rouge, mais est-ce que vous commencez à sentir que le monde politique, puisque ceci ne peut être fait que par un appui du monde politique, est prêt à vous entendre, et je ne dirais pas pour qu'il n'y ait pas de conflit armé, parce que malheureusement ce n'est pas possible, mais que le viol comme arme de guerre puisse un jour être pas supprimé, parce que ça j'y crois pas, mais être au moins fréquent, et en tout cas pas arriver à cette situation telle qu'elle est actuellement et qui est maintenant quotidienne, que ce soit en Érythrée, en Ukraine ou dans d'autres conflits. Je crois que nous avons fait un progrès remarquable sur le plan international. Parce que je crois que, comme je viens de dire, le Global Survival Fund a été soutenu par une résolution des Nations Unies, même si cette résolution, la Chine et la Russie s'étaient abstenus en 2019, ils ne voulaient pas voter pour, mais au moins c'est une résolution qui a été votée par le Conseil de sécurité. Je crois qu'il y a des progrès qu'on peut observer. On a eu, aujourd'hui, nous devons dire que les femmes prennent de plus en plus la parole, et je crois que cette prise de la parole de la femme, briser le silence par rapport à ces crimes, c'est très très important, puisque je crois que l'arme absolue des bourreaux, c'est que les femmes gardent le silence. Et lorsque la femme garde le silence, ça veut dire tout simplement que le bourreau peut continuer à l'abuser, puisque le bourreau sait qu'elle ne dira pas, et donc je peux continuer à faire. Il y a vraiment, quand je vois les 20 dernières années, il y a eu des progrès. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, je dois dire que les progrès sont très, très minimes. Et là, je pense que nous avons besoin de vous. Lorsque les femmes à l'hôpital, je les dis que je vais partir à l'étranger, elles me demandent toujours que je demande à toutes les personnes que je vais trouver leur voix. Et là, ce matin, je suis ici pour demander à ce que vous puissiez donner votre voix aux femmes congolaises.
puisque nous avons, j'ai parlé rapidement du rapport Mapping. C'est un rapport des Nations Unies qui a inventorié 617 crimes qui peuvent être des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou même des actes constitutifs de génocide. Et parmi ces crimes, des femmes ont été enterrées vivantes. Et ça, c'est quand même très rare de voir dans des conflits. À part Pol Pot, il n'y a pas un criminel qui a commis ces actes. Et voir que tous les gouvernements occidentaux se taisent par rapport à ces rapports, alors que dans les rapports, c'est très très bien écrit que la République démocratique du Congo n'a pas de capacité de conduire un jugement par rapport à ces crimes. Il faut que ce soit un tribunal pénal international qui est régi, bien sûr, qu'on ne peut avoir que par le Conseil de sécurité. Et donc je fais un appel à tous les confrères ici présents ce matin. On a besoin de votre voix. Et on ne peut pas créer une volonté politique. La volonté politique est créée toujours par l'opinion. Si l'opinion l'exige, les politiciens vont faire. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut revenir sur le... si vous avez des questions, levez peut-être la main pour qu'on ne perde pas de temps. Est-ce qu'on peut revenir sur le substratum économique de tout cela? Enfin, vous avez dit, lorsque vous avez reçu le prix Nobel, je vis dans un des pays les plus riches du monde et c'est l'un des plus pauvres, pour bien que chacun comprenne ce qu'il y a derrière tout cela. En effet, en République démocratique du Congo, je montrais que nous sommes parmi les pays qui ont un taux de mortalité maternelle parmi les plus élevés de la planète. Officiellement, ils veulent que nous disions des 7 pour 1000, mais c'est au-delà, puisque là, c'est peut-être les quelques hôpitaux de Kinshasa, de Lubumbashi, dans le grand centre. Mais les femmes qui meurent dans les milieux reculés, il n'y a personne qui compte. Et en fait, la mortalité maternelle est toujours corrélée à la situation économique du pays. On sait qu'au Congo, les foyers vivent avec moins de $1 par jour, alors que nous sommes le coltan. Nous sommes le pays qui a 80% du coltan mondial. Et il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de laptop, il n'y a pas des éléments électroniques aujourd'hui sans le coltan. Donc ça, c'est pour vous donner un tout petit peu les dimensions. Si nous parlons de la transition climatique, les batteries, etc., le Congo a 60% du cobalt mondial. Et ce cobalt, malheureusement, je reviens de Lubumbashi où j'avais fait une conférence, il y a plus de 150 camions chaque jour qui transportent le cobalt pour aller les raffiner en Chine, etc. Et malheureusement, la population congolaise ne bénéficie de rien du tout de toutes ces richesses. Donc, la base de ces conflits, c'est entretenir un chaos. Et ce chaos organisé permet aux prédateurs de se servir en payant des miettes aux autorités. Et en fait, la population vit dans une misère indescriptible. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons la responsabilité aussi comme consommateurs. On a fait pendant 5 ans une campagne pour avoir une loi européenne interdisant l'importation des minerais de sang en Europe. Cette loi a été contournée et j'étais presque malade à voir tous les efforts qu'on a faits. Le lendemain, en 2021, quand la loi est entrée en vigueur, le président congolais, Félix Tshisekedi, et le président rwandais, Paul Kagame, ils ont fait une convention qui leur permet en fait que les minerais quittent le Congo pour aller se faire raffiner au Rwanda. Et une fois qu'ils traversent la rivière, ils sont nettoyés, ils deviennent propres. C'est complètement ridicule. Et tous les efforts du Parlement européen, etc., sont tombés à l'eau. Donc je crois que nous avons besoin que les consommateurs puissent poser la question. Vous avez pu changer les diamants du sang. L'opinion a pu faire changer la situation. L'utilisation des enfants dans les usines de couture en Thaïlande
Vous avez pu mener des actions, vous avez changé la situation. Changez, faites quelque chose pour les Congos pour que cette situation arrête. Une question, Oui. allez-y. Donc, le président de l'Académie de chirurgie. Oui, chers collègues, d'abord un grand merci pour le travail que vous faites. Vous vous intéressez bien sûr fondamentalement aux victimes. Est-ce que dans le cadre de la réflexion qui a été menée par exemple au tribunal de Nuremberg, dans les suites avec Anna Arendt, sur la réflexion sur les violeurs, sur les bourreaux, sur ces bourreaux qui sont en général, qui agissent dans l'esprit d'une obéissance à une puissance militaire ou politique. Est-ce que le travail qui peut être fait sur cet aspect, les responsables, dans quelle mesure peut-il être utile dans la réparation et dans l'esprit peut-être de prévention et d'amélioration finalement de ce que vous faites, c'est-à-dire au niveau international de se reposer à nouveau sur cette dénonciation, le tribunal pénal international, ce que vous faites, c'est vraiment... mais je crois que ce travail sur la psychologie, la compréhension, ce qui aboutit à la réalisation de ces crimes, comment est-il possible, comment les psychiatres peuvent-ils nous aider à entrer dans ce monde complètement de la barbarie et de l'horreur? Absolument. Je crois que nous avons besoin de l'appui des psychiatres, puisque nous, gynécologues, lorsqu'une femme a été violée, elle a été amenée dans la forêt pendant 2 mois, voire 2 années. Quand elle revient, elle n'a plus de signes. Sur le plan pénal, vous ne pouvez pas apporter de preuves qu'elle a été violée. Par contre, la mémoire traumatique, où les psychologues peuvent travailler pour montrer l'impact, la mémoire traumatique, elle ne s'efface pas. Parce que je vous ai parlé des femmes de confort que j'ai vues en Corée du Sud et qui avaient le même langage que lorsqu'elles avaient 15 ans. Elles continuent à avoir la même image par leur mémoire traumatique. Et je pense que dans la conférence que nous avions eue à Angers avec les juristes, je les ai invités de pouvoir essayer de travailler beaucoup plus avec les psychologues pour que les preuves que les psychologues peuvent donner soient reconnues comme des évidences d'une viol. Puisque, si on n'a pas une déchirure du périnée, il n'y a plus le prélèvement, il n'y a plus de spermatozoïdes, ça ne veut pas dire que la femme n'a pas été violée. Et ça, c'est terrible pour les femmes de constater qu'elles ne sont pas toujours capables d'apporter les preuves. Et pour Nuremberg, je crois que c'est ce que nous demandons. Il faut avoir un tribunal qui sera non seulement un tribunal pour les bourreaux, mais aussi pour les victimes. Les victimes ont besoin de parler. Les victimes ont besoin d'être écoutées. Et je pense qu'un tribunal comme ça ne peut être institué que par le Conseil de sécurité. Et la France est membre du Conseil de sécurité. Donc, vous pouvez nous aider. Merci. Merci, Denis. On va laisser la place à une toute dernière question. Je donne le micro à Michel Canis. Malheureusement, pour des raisons de timing, on va être obligé de clore la session juste après. Je vous rappelle qu'après, à la sortie de l'amphi, il y aura une séance de dédicace qui se terminera pour des raisons d'organisation à 12h30 précises. Le docteur Mukwege a accepté de se prêter à cet exercice. Voilà. Michel. Merci beaucoup et toute notre admiration pour ce que vous faites. Vous dites porter la voix, mais je pense que tout le monde veut la porter. Alors, où et comment? Je crois que la voie la plus sûre, si chacun de vous écrivait à son député et demandait à son député qu'est-ce que vous faites du rapport mapping. Un crime contre l'humanité ne concerne pas un pays, ça nous concerne tous. Ce qui se passe lorsque les femmes sont enterrées vivantes, nous ne pouvons pas nous taire. Je crois que si nous tous qui sommes ici, nous faisons une lettre à notre député pour demander à ce que cette question soit posée, il est certain que les politiciens agissent que sur pression. Merci.